Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de poésie, visage et philosophie. En effet, j'ai reçu très récemment le bel ouvrage de Nicolas Rosier, Vivre à la hache, aux éditions Arachnoïdes, publié en 2017. Et j'ai suivi à la trace, pendant tout cet ouvrage, le rapport au poète et au visage, et à l'absence cruelle de visage à certains moments, lorsque finalement il ne reconnaît pas ses semblables, qu'il appelle ses castrés de la face, et ou à d'autres moments, il remet à un visage qui n'est pas de notre temps. Et ça n'a pas été sans penser à la philosophie d'Emmanuel Lévinas, qui est une philosophie toute basée sur la rencontre avec le visage de l'autre. Et il dit, le visage ne se donne pas à voir, il s'entend, il s'écoute, il me donne l'infini à lire. C'est-à-dire que le visage humain, c'est un visage que l'on écoute. C'est pas ce que l'on perçoit, c'est tout ce qui n'est pas là, c'est tout ce qui que je n'arrive pas à m'approprier dans autrui, ce qui est autre. Et je pense que la poésie, finalement, elle nous, elle nous introduit à cette dimension d'infini contenue dans le visage de l'autre à travers son œuvre, c'est-à-dire à tout ce qui va donner du souffle au texte et qu'en même temps constitue son âutreté, son étrangeté, ce que l'on n'arrive pas vraiment à mettre en mots et qui justement est la dimension humaine, qui est celle qui nous échappe toujours et qu'on ne peut pas limiter, qu'on ne peut pas cerner, qu'on ne peut pas, mais dont on peut, dit Emmanuel Lévinas, témoigner. C'est un peu difficile mon propos, et je pense à Ludwig van Beethoven qui disait ça leur plaira bien un jour. Et cette croisée des chemins entre la philosophie et la poésie à travers l'image de ce visage que j'entends et qui se donne à lire, mais qui m'échappe lorsque je veux essayer de le définir, équivaut à tracer une voie, descendre. Euh, je reprends les vers de Nicolas Rosier, c'est qu'avant le trou, avant le grand coucher des patrouilles boréales, il y aura un regard, des charges d'éternité fusillées. C'est à la page 28 de Vivre à la hache. Et c'est-à-dire que cette nuit des nuits qu'il traverse dans ce poème est une nuit où se tisse une conscience nébuleuse, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'affirmatif, d'assertif, mais c'est une, une voix qui s'inscrit dans des états limites, comme quand il dit ce sera toi ou la tombe. Et il y a un cri qui m'émeut, qui me touche profondément. Je veux mon bâton d'enfant sur terre. Euh, En effet, on constate une grave rupture dans le monde contemporain entre une quête de sens, entre cette quête presque d'absolu de la poésie, cette quête de notre bâton d'enfant sur terre,
et une espèce de souci de satisfaction matérielle à court terme, de besoins qui sont assez artificiels et qui vont s'inscrire jusque dans les institutions universitaires et dans la société de façon générale. Et parce que, je veux dire, il ne faut pas se leurrer, euh, les étudiants se mesurent aussi beaucoup entre eux, par leur possession, par leur habillement, par leur origine sociale, comme les élèves d'ailleurs dans la cour du lycée, ou même les tout petits, ceux qui ont des bons tennis, ceux qui ont des vieilles chaussures, ceux qui ont un beau cartable. Et lorsqu'on lorsqu'on s'en va de l'autre côté du décor, du côté de chez la poésie, du côté du visage humain, je dirais que la marge continue de tenir la page. Et j'ai suivi l'écriture de Vivre à l'âge, qui était un- d'abord, avant que ce soit un processus d'écriture beaucoup plus traditionnel, où Nicolas Rosier, l'auteur, a repris son texte. Il a publié un poème par jour. Il avait le défi de poster 100 poèmes. Et j'ai consulté mon iPhone presque compulsivement, et nous étions un millier de personnes à peu près à faire cela. Et je me souviens d'un jour où j'ai lu Tu n'es pas un homme mais une quille. Et c'était une sorte de cri de désespoir, et je me suis reconnue là-dedans. Tu n'es pas un homme mais une quille, c'est-à-dire cette façon dont parfois on est le jouet non intentionnel de tout ce qui nous traverse, et comme c'est difficile d'imposer une direction à la barque, et ce n'est pas tous les jours qu'on y arrive. Et cette idée de 100 poèmes au rythme d'un poème par jour a été la possibilité d'une écriture in vivo qui est une écriture située, qui s'écrit et se donne simultanément et qui va impacter le public. Et cet impact et les réactions du public vont modifier la manière dont on compose. D'ailleurs, nous sommes nombreux aujourd'hui à poster des poésies sur Facebook. Je pense notamment au poète Robert Nottebohm, François Gobet, et puis tant d'autres, qui écrivont comme ça un peu dans le simultané, puis après on revient à soi, mais il y a un échange qui est très vivant. Et puis c'est une façon aussi de résister à la dimension objectale de la technologie, finalement, de l'habiter avec des poèmes. Je me souviens aussi Tu vas comprendre un grand coup les crépuscules, les ciels éventrés et l'enfant mort condamné à vivre. C'est-à-dire, quand il a parlé de Je veux mon bâton d'enfant sur terre, cet enfant mort condamné à vivre, c'est un peu chacun de nous. C'est-à-dire que ce qui est beau dans la poésie de Nicolas Rosier, c'est que cette quête du visage, elle est une quête qui peut être comprise par l'homme de la rue, et qui s'adresse directement à lui. Cette nouvelle forme d'écriture implique d'avoir recours à un contact direct avec le public, voire de transformer la condition humaine par l'expression immédiate de sa dimension subjective et poétique. Et cela nous permet de donner une voix aux situations de grande souffrance où se trouve l'humain,
parce que réduite très souvent à fonctionner en objet, étant donné le caractère vertical, impositif et unilatéral des nombreuses situations où il se trouve. Nicolas Rosier est également professeur et en écrivant, il incitait aussi les autres à écrire et respectait beaucoup l'écriture qui surgissait de ceux qui le lisaient. Parce que cette souffrance, ce malaise de la personne ne concerne pas seulement les pays pauvres. La crise de sens que traverse l'humanité actuellement affecte tout le monde. Les pays riches se- sont souvent face à une perte d'élan et d'enthousiasme, d'essoufflement pour des causes qui ne soient pas individualistes, pragmatiques, aux visées purement immédiates. Et les jeunes sont révoltés face à une culture occidentale qui parle des droits de l'homme, qui préconise les droits de l'homme, mais qui en même temps bafoue ces mêmes droits. Et en fait, on retrouve la définition de René Barbier dans Le Visage, qui est une définition de ce qui est autre, de ce que Krishnamurti, qu'il a beaucoup étudié, désigne par son autre-té. C'est-à-dire que le sujet est porteur davantage d'un soi dialogique et généreux plutôt qu'un jeu égocentré et incapable de décentration. L'autre-té, c'est un autre mode d'habiter, d'échanger dans le monde, un mode où on pourrait repeupler le monde de son anima, c'est-à-dire de renouer avec le souffle de la vie, là où l'art et la science pourraient s'interpénétrer poétiquement. Et on va écouter lointaine une réponse de cet enfant. Il répond de très loin, le disparu inné de ton cœur, écrit Nicolas Rosier. En fait, pour Nicolas, le visage n'est pas de cette vie. Et là, on rejoint, c'est pour ça que je parle de nébuleuse, parce que ces nébuleuses, c'est un peu la situation où l'on se trouve, qui est une situation de permanente ambiguïté, de clair-obscur des motifs, de complexité des paysages, de tension, d'écartèlement, de dilacèrement même. Et dans ces paysages complexes, ambigus, il n'y a pas de vision binaire de l'homme, mais la composition de l'homme avec tout ce qu'il est, toute son opacité finalement, et son étrangeté et son autre-té, la poésie pourrait permettre de nous frayer rhizomatiquement un chemin vers, à travers l'écriture, une rencontre de sens qui sont pluriels et des mutations culturelles à venir dans le sens où Lévinas disait l'art prête un visage aux choses. Et ce qui nous manque le plus, c'est justement ce visage humain dans un monde où on est de plus en plus happé par ce qui est de l'ordre de l'immédiat, du consommable, du jetable et d'un plaisir qui s'obtient rapidement et qui aussi s'essouffle. Et alors que la rencontre avec un visage humain, c'est la rencontre avec des textes charriés de sens, mais aussi d'ambiguïté, d'opacité, de complexité, de difficulté, qui vont nous introduire à des temps internes
très différents de cette immédiateté, c'est-à-dire qu'ils vont exiger de nous une profondeur de lecture, une mise à distance, des satisfactions immédiates pour des satisfactions à plus long terme, qui sont celles de la compréhension des uns par les autres. Et cette compréhension n'est pas donnée, surtout si l'on ne donne pas des définitions faciles, binaires de l'humain, comme on le voit aujourd'hui, hélas, même dans les textes de philosophie euh, conçus pour le grand public. Je ne vais pas citer d'auteurs, mais je trouve que les grands auteurs à la mode sont souvent l'arbre qui cache la forêt, et ils ont tendance à beaucoup simplifier les choses en dévaluant leur lecteur, parce que un lecteur, même un lecteur qui n'est pas initié à la philosophie ou initié à la poésie, peut comprendre que l'humain, c'est pas quelque chose de banal, de facile, de simple. Il n'y a pas de recette pour se relationner entre nous. Et il faut beaucoup d'études pour se comprendre. Et plus on étudie d'ailleurs, plus on est face au mystère, à la difficulté, face au visage, c'est-à-dire à ce qui est infini et qui nous échappera forcément toujours. Merci de votre attention et à très bientôt, je l'espère, dans un prochain vidéo.